Vous avez probablement déjà vu des dizaines d'analyses affirmant que l'Iran a réalisé un coup de maître en fermant le détroit d'Ormuz. Et que les États-Unis, ont été humiliés. Que le péage finance la machine de guerre iranienne. Mais les chiffres racontent une histoire très différente. Le plan de l'Iran pour le détroit d'Ormuz s'effondre, comme le montre un détail que presque personne n'a remarqué. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a été interrogé sur la raison pour laquelle le détroit n'a pas encore rouvert. Et savez-vous quelle a été sa réponse ? Des limitations techniques. Quand vous découvrez ce qui se cache derrière ces deux mots, tout le reste du récit s'effondre avec. Mais avant d'y arriver, il est important de reconnaître une chose. Lorsque les États-Unis et Israël ont lancé l'offensive contre l'Iran en février 2026, l'Iran devait réagir. Fermer le détroit d'Ormuz a été la méthode qu'il a choisie. Et à court terme, cela a fonctionné. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cela de la plus grande interruption d'approvisionnement de l'histoire du marché mondial du pétrole. Le baril de pétrole a dépassé les $120. Le prix de l'urée, essentiel pour les engrais, a augmenté de 50%. Un tiers de l'hélium mondial utilisé dans la fabrication de puces électroniques est resté bloqué au Qatar. Et oui, les Américains l'ont aussi ressenti. L'essence a dépassé les $4 le gallon. L'inflation est passée de 2,4% à 3,3% en un seul mois. Trump lui-même a admis sur Fox News que les prix pourraient rester élevés jusqu'aux élections de mi-mandat. Donc, toute personne qui dit que les États-Unis n'ont pas été affectés ment. Mais c'est ici que l'histoire prend une autre direction. Parce que, lorsque vous regardez qui dépend réellement du détroit d'Ormuz, la réponse est surprenante. Selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, 84% du pétrole qui passe par le détroit va vers l'Asie, pas vers les États-Unis. La Chine, à elle seule, reçoit environ 38% de tout ce flux. Environ 45% de toutes les importations de pétrole de la Chine dépendent d'Ormuz. L'Inde, la Corée du Sud et le Japon suivent de près. Les États-Unis, ne reçoivent qu'environ 2,5% du pétrole qui transite par là. 2,5%. La production de pétrole à l'intérieur même des États-Unis a tellement augmenté ces dernières années que le pays est devenu le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz naturel. Autrement dit, les États-Unis ressentent l'impact sur le prix, car le marché du pétrole est mondial. Mais ils ne dépendent pas d'Ormuz pour assurer leur approvisionnement énergétique. La Chine, en revanche, en dépend. Et il n'y a pas que la Chine. Les voisins de l'Iran ont été dévastés. Les pays du Golfe importent plus de 80% de leurs calories par le détroit. Lorsque l'Iran a fermé le passage, 70% de ses importations alimentaires se sont arrêtées. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 40 à 120%. Le Bahreïn a failli s'effondrer. Les Émirats ont dû injecter 5,4 milliards de dollars pour soutenir la monnaie du pays. Le Koweït et le Qatar dépendent presque totalement des usines de dessalement pour l'eau potable. Sans ces usines, il n'y a pas d'eau au robinet. Certaines d'entre elles ont été la cible d'attaques iraniennes. Des familles font la queue pour de l'eau, tandis que l'Iran fait payer un péage aux navires de l'autre côté du Golfe. Les Philippines, de l'autre côté du monde, ont déclaré l'état d'urgence énergétique, car elles importent presque tout leur pétrole, dont une grande partie provient du Moyen-Orient. La production de pétrole dans le sud de l'Irak a chuté de plus de 70%. Autrement dit, l'Iran n'a pas mené une frappe chirurgicale contre les États-Unis. Ce qu'il a fait, c'est faire exploser une bombe qui a touché le monde entier, y compris des pays qui n'avaient absolument rien à voir avec le conflit. Et à ce stade, peut-être que vous êtes en train de penser « D'accord, mais au moins l'Iran profite du péage de 2 millions de dollars par navire. » Et c'est précisément ici que le récit commence à s'effondrer. Le système fonctionne ainsi. Les gardiens de la révolution d'Iran facturent jusqu'à 2 millions de dollars par navire pour permettre le passage par le détroit. Les paiements sont effectués en yuan, la monnaie chinoise, ou en crypto-monnaie, en dehors du système bancaire occidental.
Le Parlement iranien a tout officialisé par une loi à la fin du mois de mars. C'est la première fois, dans l'histoire moderne, qu'un pays perçoit lui-même un péage dans un détroit international. Certains influenceurs ont fait le calcul et sont arrivés à des chiffres impressionnants. 150 navires par jour multipliés par 2 millions de dollars donnerait 300 millions par jour, soit 7,5 milliards de dollars par mois. On dirait une mine d'or. Ce calcul est devenu viral, il a été partagé des milliers de fois, et presque personne ne s'est arrêté pour vérifier si les chiffres de base étaient corrects. Mais les chiffres réels racontent une autre histoire. La moyenne historique du détroit d'Ormuz est de 138 navires par jour. Alors, la question est simple. Combien de navires pensez-vous ont réellement payé le péage le mois dernier ? Selon la Lloyd's List Intelligence, l'une des plus grandes références en intelligence maritime au monde, seulement 142 navires ont traversé le détroit entre le 1er et le 25 mars. Le mois entier. Pas par jour, le mois entier. Et, parmi ces quelques-uns qui sont passés, Lloyd's n'en a suivi que 26 qui utilisaient le système de péage depuis la mi-mars. 26. Et environ 90% des passages récents ont un lien avec l'Iran lui-même. Ce sont essentiellement des navires iraniens qui circulent en dans le détroit lui-même. L'estimation la plus réaliste des analystes internationaux prévoit un revenu annuel d'environ 12 milliards de dollars grâce au péage, si tout fonctionne parfaitement. Cela semble beaucoup, jusqu'à ce que vous compariez avec les 30 milliards de dollars par an que l'Iran gagnait grâce aux exportations de pétrole avant la guerre. Le péage ne compense même pas la moitié des pertes de l'Iran. Et le G7, le groupe des 7 plus grandes économies du monde, a déjà condamné ce système. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a qualifié cela d'inacceptable et de dangereux pour le monde. Le département de la justice des États-Unis a menacé de poursuivre toute personne qui achèterait du pétrole iranien sanctionné. L'isolement est total. Maintenant, laisse-moi te montrer un détail qui change tout. Tu te souviens des limites techniques évoquées par le ministre iranien ? Selon un reportage du New York Times citant des responsables américains, l'Iran a perdu la trace des mines navales qu'il avait posées dans le détroit d'Ormuz. Lorsque la guerre a commencé, l'Iran a utilisé de petits bateaux pour disperser des mines dans le détroit. Le problème, c'est que l'opération a été menée de manière désorganisée, sans commandement central, sans documentation précise. Oui, c'est bien ça. L'Iran a miné le passage le plus important du monde pour le commerce du pétrole et ne sait pas où il a placé les mines. Les estimations américaines indiquent que l'Iran possède entre 2000 et 6000 mines navales. Certaines ont été placées de telle manière qu'elles ont pu dériver avec les courants vers des endroits complètement inconnus. Autrement dit, en ce moment, il y a des mines à la dérive, dans des eaux où passent des navires, transportant des millions de barils de pétrole, et personne, ni l'Iran, ni les États-Unis, ne sait exactement où elles se trouvent. Comme vous pouvez le voir, la carte de négociation de l'Iran s'est transformée en piège. Le détroit n'est pas fermé parce que l'Iran contrôle la situation. Fermé car l'Iran a perdu le contrôle. Et pendant ce temps, le monde n'est pas resté immobile. L'Arabie Saoudite a activé un plan d'urgence qui attendait depuis 45 ans d'être utilisé. L'oléoduc Est-Ouest, construit dans les années 80, pendant la guerre Iran-Irak, relie les champs pétrolifères de la côte Est au port de Yanbu, sur la mer Rouge. Ce sont 1200 km qui traversent la péninsule arabique de bout en bout, contournant complètement le détroit d'Ormuz. Quelques heures après le début de la crise, Aramco, le géant pétrolier saoudien, a commencé à rediriger le pétrole. L'oléoduc a atteint sa capacité maximale de 7 millions de barils par jour. Les exportations via Yanbu ont atteint 5 millions de barils de pétrole brut par jour, plus près d'1 million en produits raffinés. Les Émirats arabes unis ont fait de même. Ils ont activé l'oléoduc d'Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah, qui se trouve en dehors du détroit, ajoutant jusqu'à 2 millions de barils par jour. Autrement dit, en additionnant l'oléoduc saoudien à celui des Émirats,
le monde peut déjà transporter presque la moitié du pétrole qui transitait par le détroit avant la guerre, sans avoir besoin du détroit. L'Iran a compris ce qui se passait et a essayé de réagir. Un drone iranien a attaqué une station de pompage de l'oléoduc saoudien et a réduit la capacité de 700 000 barils par jour. Cela semblait un coût important. Mais les Saoudiens ont tout réparé en moins de 3 jours et ont rétabli la capacité totale. L'attaque, qui était censée être une réponse, s'est transformée en une démonstration supplémentaire que l'Iran commence à manquer d'options. Et le mouvement pour s'éloigner d'Ormuz ne s'arrête pas aux oléoducs. Le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays asiatiques investissent déjà dans les infrastructures énergétiques américaines afin de ne plus dépendre de cette route à l'avenir. L'Europe accélère ses programmes d'énergie nucléaire. L'Allemagne a reconsidéré sa politique anti-nucléaire. Le Japon a redémarré des réacteurs et conclu des partenariats avec des entreprises américaines. Le monde entier cherche des moyens de ne plus jamais être otage du détroit d'Ormuz. Et ce schéma n'est pas nouveau. En 2025, la Chine a restreint l'exportation de terres rares, des minéraux essentiels à la fabrication de téléphones portables, de puces et d'équipements militaires. Et tu sais ce qui s'est passé. Et le monde entier s'est précipité pour développer des alternatives. L'Iran a fait la même chose avec Ormuz. Il a utilisé le contrôle d'une ressource stratégique comme une arme. Et ce faisant, il a accéléré le processus qu'il aurait dû craindre le plus. Le monde apprend à vivre sans lui. Les analystes estiment que, dans 3 à 5 ans, le pouvoir de négociation d'Ormuz pourrait être considérablement réduit. En d'autres termes, l'Iran a échangé un atout à long terme contre un gain à court terme. Jusqu'à présent, tout ce que l'Iran avait construit dans le détroit d'Ormuz était déjà en train de se fissurer de l'intérieur. Le péage vide, les mines perdues, les oléoducs détournés. Mais il manquait encore quelqu'un pour pousser. Alors, le 12 avril, Donald Trump a poussé. Après l'échec des négociations à Islamabad, qui ont duré 21 heures sans aboutir à un accord, Donald Trump a déclaré un blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Mais avec une différence cruciale, le commandement central américain a précisé que le blocus ne concerne que les navires allant et venant des ports iraniens. Les navires à destination de ports non iraniens ne seront pas empêchés de passer. Cela signifie que le blocus vise l'Iran, pas le reste du monde. La logique est simple. L'Iran a fermé le détroit et a continué à exporter son propre pétrole, profitant de la crise qu'il avait créée. Les États-Unis ont maintenant mis fin à ce profit, et la marine américaine va intercepter les navires qui ont payé un péage à l'Iran. Avec le blocus, toutes les recettes pétrolières de l'Iran sont coupées. La garde révolutionnaire, qui traitait la moitié de ses exportations et collectait les péages, a perdu d'un seul coup sa principale source de financement. Et tu sais ce qui est le plus curieux ? Ce n'est pas la première fois que cette stratégie est utilisée. Tu te souviens du Venezuela ? C'est exactement ce qui s'est passé peu avant que Maduro ne soit capturé. Et dans le détroit d'Ormuz, les signes se répètent. Des navires de guerre américains sont entrés dans le détroit le 11 avril. Pour la première fois depuis le début de la guerre. Le commandement central a lancé des opérations de déminage. 3 groupes aéronavals sont positionnés dans la région ou en route. Au cours des premières 24 heures, le commandement central a déclaré que le blocus était totalement mis en place et que le commerce maritime de l'Iran avait été complètement interrompu. 6 navires marchands ont été renvoyés vers les ports iraniens. Un cargo battant pavillon iranien a tenté de briser le blocus en quittant Bandar Abbas. Le destroyer américain USS Prudence a intercepté et renvoyé le navire. Et il ne s'agissait pas seulement de navires iraniens. 2 pétroliers liés à la Chine se sont approchés de la zone de blocus puis ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour et sont rentrés dans le Golfe. La flotte fantôme chinoise, qui pendant des années a transporté du pétrole iranien en utilisant de faux pavillons et des transpondeurs trafiqués, hésite pour la première fois. Peu après, les États-Unis ont intensifié leurs actions. Le commandement a annoncé que les navires iraniens, les navires sanctionnés et les navires soupçonnés de contrebande peuvent être interceptés et saisis partout dans le monde. Pas seulement dans le détroit, mais dans n'importe quel océan.
Le Trésor américain a sanctionné plus de 24 personnes et entreprises liées à la société de contrebande de pétrole iranien. De l'autre côté, l'Iran n'a pratiquement aucune capacité navale. Tous les navires qui représentaient une menace pour les États-Unis ont été éliminés. Le commandant naval des gardiens de la Révolution, l'amiral Tangsiri, directement responsable de la fermeture du détroit, a été tué lors d'une attaque aérienne israélienne en mars. Tout cela se produit alors que le temps presse. Le cessez-le-feu, sous médiation du Pakistan, expire le 22 avril. Il ne reste que quelques jours. Les deux parties se sont assises pour négocier à Islamabad. Ils sont restés 21 heures autour d'une table et n'ont abouti à rien. Pendant ce temps, dans une décision qui a surpris beaucoup de gens, Israël et le Liban ont accepté un cessez-le-feu de 10 jours. Trump a annoncé que les dirigeants des deux pays vont se parler pour la première fois en 34 ans. Si le Liban sort de l'équation, l'Iran perd un autre moyen de pression à la table des négociations. La raison ? Le programme nucléaire. L'Iran veut le contrôle permanent d'Ormuz, des réparations de guerre et la libération de l'argent iranien gelé à l'étranger. Les États-Unis veulent la fin du programme nucléaire et la réouverture inconditionnelle du détroit. Les deux positions sont tellement éloignées qu'il n'existe aucun terrain d'entente en vue. Et aucun des deux camps n'a dit ce qu'il comptait faire si le délai expirait sans accord. Et voici ce qui rend cette impasse si dangereuse. Le programme nucléaire pourrait être la dernière carte qui reste à l'Iran. C'est le seul atout que l'Iran a encore sur la table. Et c'est précisément pour cette raison que les États-Unis insistent sur le fait que ce point n'est pas négociable. La fermeture d'Ormuz a tellement affaibli l'Iran qu'il s'est retrouvé réduit à son option la plus extrême et la plus dangereuse. Et il y a un autre détail qui montre à quel point la pression s'accentue. Le ministre des Affaires étrangères iranien a appelé le ministre chinois des Affaires étrangères pour demander du soutien, avertissant des conséquences dangereuses du blocus américain. De l'autre côté, Trump a déclaré que la Chine est très satisfaite de la réouverture du détroit et qu'elle a accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Vrai ou non, le message est clair. Même le principal partenaire commercial de l'Iran est en train d'être attiré du côté américain. Lorsque l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, le monde a qualifié cela de coup de maître. 6 semaines plus tard, le détroit reste fermé. Mais pas parce que l'Iran le veut. Parfois, le récit qui devient le plus viral n'est pas celui qui se rapproche le plus de la réalité. Et dans ce cas, la distance entre les deux est énorme. Alors, je vous laisse répondre à cette question ici dans les commentaires. Fermer le détroit d'Ormuz était-ce un coup de maître ? Ou était-ce la plus grande erreur stratégique que l'Iran ait commise ? Si cette vidéo t'a montré quelque chose que tu n'avais pas vu dans d'autres analyses, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir les vraies données. Abonne-toi à la chaîne pour suivre les prochains développements de cette crise. On se voit dans la prochaine vidéo.